Si toi aussi tu te sens un peu débordé par le rangement et l'organisation pratique de ta maison, si tu aimerais, comme nous, y voir plus clair, réussir à te séparer d'objets que tu traînes depuis des années, déménagement après déménagement, alors cet épisode est fait pour toi. Nous recevons Bénédicte, home organizer et fondatrice de Tout Doux Béné. Bénédicte est une professionnelle du rangement et de l'organisation et nous donne plein d'astuces pour réussir à avoir la maison que l'on rêve d'avoir. Mais elle nous déculpabilise aussi et nous rappelle avec bienveillance que le bazar, c'est la vie. Petite mise en garde par rapport à cet épisode, le son n'est pas au top, on s'en excuse, on a fait au mieux pour que l'écoute soit agréable, mais l'épisode est tellement riche en lui-même qu'on s'est dit que ce serait vraiment dommage de vous en priver. Alors bonne écoute quand même. Au fait, écoute jusqu'à la fin, parce qu'on te donne une dernière astuce bonus vraiment tout à la fin de cet épisode. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, le podcast qui a pour but de te faire sourire, te faire réfléchir et te sentir bien. Et c'est déjà pas mal. Moi, c'est Hélène. Et moi, c'est Fanny. Notre objectif, qu'après l'écoute de chaque épisode, tu te sentes plus légère, plus inspirée, plus confiante et avec de nouvelles perspectives sur différents sujets. Mieux-être, spiritualité, santé, relations, argent, sexualité. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-nous t'embarquer dans notre aventure qui te rappelle que le bonheur, parfois, peut être un putain de voyage. Bienvenue sur le podcast Putain de Bonheur, sur ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on est trop contente, on accueille une invitée qu'on avait trop hâte d'accueillir. Bienvenue Bénédicte sur ce podcast. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Et bonjour Hélène. Bonjour Fanny, bonjour Bénédicte et bonjour à tous. Donc Bénédicte, on avait vraiment trop hâte de t'accueillir parce que on a plein de questions à te poser. Bénédicte, après avoir fait le choix de quitter ta première vie professionnelle en tant qu'infirmière, tu t'es formée au home organizing, c'est ça? Ça se dit comme ça? Yes. Avec mon accent super anglais. Tu t'es donc formée au home organizing et tu continues aujourd'hui de prendre soin des personnes, mais autrement. Donc en tant qu'home organizer. Tu accompagnes les particuliers et les professionnels dans la prise de conscience du trop-plein. Tu les aides dans le désencombrement, le tri, la réorganisation de leur espace et la mise en pratique de nouvelles habitudes. Est-ce que c'est bien ça? Yes, tout à fait, Fanny. Super. Et moi, alors, maintenant, avant de démarrer, j'ai une question. Est-ce que tu utilises parfois un autre terme que home organizing? Parce que, comme tu l'entends, Bénédicte, on a un super accent anglais et c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un mot français ou est-ce qu'il y a une traduction particulière? Oui, il y a un peu trois définitions, on va dire, françaises. On appelle ça aussi une professionnelle de l'organisation, coach en désencombrement. Alors, j'aime moins le terme de coach parce qu'il y a un diplôme particulier pour être coach. D'accord. Et organisatrice d'intérieur. C'est un peu les trois traductions françaises qu'on a pour le home organizing. Ouais. Ok, bon bah ça sera peut-être des mots qu'on pourra utiliser aussi, même si c'est vrai qu'on enfin, il y a eu beaucoup d'articles sur le sujet et c'est voilà, organizer du coup revient quand même souvent. Et justement, est-ce que tu peux nous dire, alors nous on a donné voilà une définition peut-être un peu généraliste. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une organizer et plus concrètement, qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais? Carrément. En fait, donc une professionnelle de l'organisation, mais tu l'as très bien défini, Fanny. C'est vraiment une personne qui est là pour le mot-clé, c'est le désencombrement. Pour aider du coup à désencombrer, à trier, à ranger, et du coup nécessairement, ça va réorganiser tout le quotidien d'une personne. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le mot de home organizer, il y a on va dire trois sous-métiers, trois catégories de home organizer. Il y a donc le fait de faire du home organizing pur, donc c'est tout ce qu'on connaît où on range dans les penderies, les armoires, les affaires, les objets du quotidien. Il y a le office organizing, et là c'est tout ce qui touche au papier, à la paperasse. Donc là, j'allais dire, c'est un public qui est souvent un peu plus pro, mais pour les particuliers, ça marche aussi. C'est le tri des papiers archivés, voilà, parce que c'est vraiment spécifique comme accompagnement. Et la dernière catégorie, c'est le home management. Et là, c'est plutôt tout ce qui est la logistique familiale.
qui fait quoi, comment sont réparties les tâches, qui descend les poubelles, comment on se partage la salle de bain. Voilà. Et du coup, c'est un peu les 3 catégories différentes et toutes les home organizers ne proposent pas forcément les 3 types d'accompagnement. Donc, HO pour Home Organizing, OO pour Office Organizer, donc les papiers, et HM pour Home Management. Voilà. Mais en tout cas, les 3 se complètent puisque dans une maison, on a besoin de trier ses papiers, comme on a besoin de réorganiser ses affaires. Et une fois que la maison est bien rangée, il faut qu'il y ait un roulement quotidien de la famille qui fait que ça marche, que les tâches sont réparties. Donc, en fait, c'est un tout qui se complète pour faire un vrai accompagnement du début à la fin, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, très concrètement, ton but, c'est d'apprendre aux personnes. C'est pas forcément, c'est pas de le faire à la place d'eux, c'est d'apprendre aux personnes à le faire, du coup, Je les accompagne dans cette démarche-là. C'est-à-dire que je vais les aider à trier, je vais trier avec eux, je vais ranger avec eux, je vais réorganiser avec eux. Évidemment, j'ai mon regard qui est très extérieur. Donc, c'est précieux parce que je n'ai pas d'impact émotionnel dans les objets du quotidien. Je peux voir les pièces avec un regard nouveau. Je découvre, donc je me dis, tiens, ce meuble-là, il pourrait être ici et là. Alors que quand on est ancré dans un quotidien, on a moins ce recul, j'allais dire, pour avoir de nouvelles idées ou donner de nouvelles fonctions au meuble. Le but, c'est que ça perdure dans le temps. Donc, il y a forcément un apprentissage d'habitude et de réflexes à avoir qui va demander du temps pour que ce que j'ai pu mettre en place avec eux tienne dans la durée. Voilà. Mais une personne qui fait appel à une home organizer, c'est une personne qui a besoin d'être accompagnée dans sa démarche. Sinon, si la personne s'en sent toute seule capable, elle va juste regarder un peu des méthodes sur les vidéos YouTube ou des conseils de démarche. Elle va pouvoir le faire seule et elle va comprendre un peu les habitudes à mettre en place. Mais quand on fait appel à une home organizer, c'est qu'on a besoin que la personne soit là avec nous pour trier, pour nous accompagner, pour avoir ce regard extérieur. Voilà. Merci. Donc, toi, pour bien comprendre, tu fais de l'homme organizing, donc tu es bien sur ces 3 volets. Les trois volets dont tu nous as parlé, du coup. Oui, alors j'ai bien été formée aux 3. Effectivement, je fais moins d'accompagnement spécifique sur le home management. D'accord. Voilà. Mais en fait, on l'utilise toujours un petit peu quand on fait un accompagnement. Je donne forcément des petits conseils et des techniques. Mais la première étape, c'est toujours le home organizing et le tri des affaires. Et du coup, c'est déjà le plus gros du travail. Et souvent, il faut plusieurs mois avant que les personnes aillent jusqu'au bout de la démarche. Donc, la plupart de mon temps, c'est effectivement du home organizing, de l'office organizing quand il s'agit de trier une partie des papiers. Et le home management, en fait, pour l'instant, je le propose que très rarement et il est encore peu demandé. Voilà. Les gens ont besoin de ranger d'abord. Oui, puis souvent, ça leur redonne un élan et c'est reparti. Et du coup, ils ont envie de reprendre de nouvelles habitudes et toute la famille s'y met. Et en fait, souvent, c'est cette étincelle de mouvement que les gens ont besoin. Et en fait, c'est reparti et après, ils n'ont plus besoin de moi. Donc, c'est chouette. Ça veut dire que ça roule bien chez eux et que ça leur convient comme ça. Tu as réussi ta mission. Voilà. Donc, tu disais, on peut essayer de le faire seul déjà dans un premier temps. C'est quoi la première chose à faire quand on est un peu débordé par ses affaires, par sa maison et qu'on voudrait y voir plus clair? Commencer le tri, en fait. C'est quoi la première étape? Je dirais, c'est se poser d'abord, arrêter quelques minutes et essayer d'identifier en fait qu'est-ce qui me pose problème. Est-ce que c'est le fait que je trouve jamais mes affaires? Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression de perdre trop de temps à ranger? Est-ce que c'est juste le visuel des jouets qui joncent toujours le sol? Voilà, essayer d'identifier très précisément qu'est-ce qui est vraiment lourd et pesant. Aussi, depuis combien de temps, enfin, quel est l'élément déclencheur pour essayer aussi de relativiser. Est-ce que voilà, il y a eu l'arrivée d'un 3e et du coup, effectivement, depuis ce moment-là, c'est le Bronx à la maison et j'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que au contraire, il y a eu un décès dans ma famille et j'ai lâché prise sur tout, j'ai plus d'énergie, j'ai plus de force et plus d'élan. Voilà, essayer d'identifier l'élément déclencheur, ça permet aussi de relativiser et de se dire, OK, c'est peut-être juste une phase, un temps donné, et ça va m'aider à comprendre un peu ce relâchement. Et voilà, pourquoi ça pose problème? Est-ce que ça pose problème qu'à moi, qu'à la maman? Est-ce que visiblement mon conjoint est aussi dérangé? Est-ce que les enfants, ça a l'air ou pas de les déranger? Voilà.
Vraiment prendre ce temps d'arrêt et dire, OK, maintenant que j'ai identifié un peu les problèmes que j'ai, qu'est-ce que je rêve en fait? Quels sont mes objectifs? Est-ce que ce dont moi j'ai besoin, c'est au moins d'avoir juste une pièce SAS qui est toujours OK pour recevoir des amis de manière hyper spontanée et sans avoir eu le temps de ranger? Est-ce que mon objectif, c'est au contraire complètement utopique d'avoir toujours une maison magazine où il n'y a rien, tout est rangé, enfin, comme si vous faisiez une visite d'appartement. Voilà, essayer d'identifier son objectif et se dire est-ce qu'il est vraiment atteignable, est-ce que c'est réaliste, ou est-ce que voilà, est-ce que je fabule en regardant juste trop de photos de location, quoi. Enfin, voilà, essayer d'identifier ça. Et ensuite, ça va donner un peu la trajectoire. Quelle pièce va être prioritaire parce que c'est celle-ci qui me tient à cœur. Est-ce que en fait c'est que les vêtements qui posent problème et donc je vais orienter mon tri d'abord sur les vêtements. Voilà, ce temps de réflexion, c'est le premier à faire et c'est le premier que je fais quand je vais voir mes clients. Il y a vraiment ce temps de questionnement pour identifier les objectifs, ce qui est atteignable, ce qui est complètement utopique, qui a son rôle à jouer. Est-ce que ça va concerner que mes affaires à moi, à la maman? Est-ce que ça concerne aussi une partie des affaires du conjoint? Ça peut être des tout petits détails qui vont changer ma perception du bien-être dans mon chez-moi. Il y a une question qui me vient, c'est si il y a uniquement la maman que ça dérange, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible quand même? Oui, carrément. C'est une tendance générale. Voilà, il faut pas faire enfin, c'est pas des gros clichés, mais c'est souvent en fait un poids que les mamans ont, dont messieurs n'ont pas forcément conscience, les enfants non plus, tant qu'ils sont pas adolescents, tant qu'ils sont pas ados. Souvent, ce qui se passe, c'est que la maman a un peu le monopole de la gestion de chacune des tâches. Ce qui fait que du coup, effectivement, à un moment donné, ça devient trop lourd, elles sont débordées, surchargées, et visiblement, ça les pèse seulement elles, parce que c'est elles qui ont cette gestion-là et qui, du coup, ont cette responsabilité-là. Et c'est là que c'est intéressant, les accompagnements, parce qu'on peut vraiment lister et détailler tous les différents types de tâches pour que chacun à la maison ait aussi son rôle à jouer et puisse se dire, bah, si moi je veux une maman qui soit en forme, qui soit disponible pour faire des jeux de société avec moi ou pour faire d'autres activités extérieures, il faut que moi aussi je prenne part à l'organisation de la maison. Comme ça libère du temps à maman et que maman sera dispo pour faire des jeux de société plutôt que d'être toujours là à nettoyer ou ranger une pièce. Et c'est juste cette petite prise de conscience en disant chacun peut avoir un petit rôle, quel qu'il soit, pas forcément des tâches énormes, mais du coup, la maman sera plus responsable de toutes les tâches et ça va alléger la charge et il y aura une forme d'action, d'activité de chacun des membres de la famille, peu importe à son échelle. Un enfant de 3 ans, je disais à ma visite hier de diagnostic, peut tout à fait lancer une machine chargée, si la bagnette est prête, chargée dans la machine. Il y a un coup de stabilo sur chacun des programmes. Un enfant de 3 ans peut tout à fait lancer la machine. On ne lui demandera pas d'aller l'étendre, tout ça. Mais ça fait juste une toute petite tâche que la maman n'est pas forcément responsable. Et voilà, ça donne une responsabilité, une action. Et la petite fille, elle va être très fière à 3 ans de pouvoir lancer la machine, de dans la semaine. Voilà. Donc, c'est important de pouvoir discuter de ça en famille pour qu'on dise, voilà, maman, aujourd'hui, j'en peux plus, j'ai l'impression de tout gérer, j'ai besoin que chacun de vous choisisse une tâche qui lui donne envie, 1, 2, 3 ou plusieurs. Et comme ça, on va pouvoir, je me sentirai mieux et vous allez profiter de mon mieux-être. Oui, c'est voir les choses différemment, c'est super intéressant. Et c'est vrai, en fait, un enfant de 3 ans peut faire une machine. Même un mari ou un conjoint de 40 ans peut le faire, en fait. C'est vrai, ça. Après, c'est sûr que ça demande l'adhésion des uns et des autres, donc c'est plus facile Ouais. dans un premier temps de leur proposer de choisir 3 tâches dans la liste qui leur convient, de vraiment détailler des petites tâches qu'on ne peut pas dire juste tu gères le linge. C'est complètement flou comme ordre et il faut vraiment dire soit tu lances la machine, soit c'est toi qui la détends, soit c'est les piles des vêtements, vous les remettez simplement dans votre chambre dès qu'ils sont désétendus. Chacun prend sa pile de vêtements et la met dans sa chambre. C'est pas mal de détailler et comme ça, c'est pas une tâche qui est tout de suite vue comme lourde, ingrate, à faire tous les jours. Voilà. Et si du coup l'enfant, l'ado peut choisir sa tâche, et ben, forcément, il va plus l'investir et, on pourra compter sur lui sur le moyen et sur le long terme sur cette tâche-là. Ouais, puis je pense même à l'enfant de 3 ans à qui on confie cette tâche, bah, c'est valorisant, quoi. Enfin,
Je me projette. Carrément. Ouais, c'est ce que tu disais, ça peut donner confiance aussi, justement, d'avoir un rôle, enfin, chacun a sa place et du coup, chacun a aussi ses petites responsabilités au sein de la maison et au sein de la famille. Il y a aussi plein de techniques pour les rendre ludiques ou faire une corbeille où chacun, dès qu'il fait une liste de la tâche de famille, il complète cette corbeille. Et dès que la corbeille est pleine, bon, ben, on va faire une activité tous ensemble. Ça va être un moment plaisir. Parce que c'est sûr qu'il faut rendre ça de manière ludique Mm. et attractive pour que ça tienne. Mais comme on dit, une habitude, on met à peu près 20-30 jours à la prendre. Bon, bah, c'est pendant ce mois-là de lancement où il va falloir être attractif, essayer de, voilà, de récompenser, de valoriser la tâche qui est faite, qui est bien faite à sa manière, surtout, ça c'est vraiment important. Mais une fois que la routine est lancée, et ben plus ça va aller, plus ils vont être à l'aise, plus ils vont accepter d'en prendre d'autres dans la liste ou d'échanger. Ce mois-ci, bah, c'est toi qui gères ça et le mois prochain, ce sera moi. Voilà, c'est un apprentissage, même pour ensuite. Ça rendra service à leur future famille. Enfin, voilà, À n'importe quel âge, au final, parce que c'est vrai qu'on parle des petits, mais enfin voilà, carrément. les ados, enfin, ou comme tu disais, Fanny, les adultes, au final, c'est aussi un changement d'habitude, donc ça demande forcément des petits pas et voilà, un changement très progressif au final. Mais c'est vrai qu'avec, bah, comme on le disait un peu dans les épisodes précédents, quand l'objectif déjà est défini Mm. et que les actions à mettre en place sont plus concrètes, c'est vrai enfin, au final, c'est valable dans tous les domaines. Et c'est bien de le rappeler, du coup, aussi dans celui-là, ouais. C'est plus facile de s'y investir et on y donne du sens. Au moins en se disant, bah, ça va faire du bien aux parents, ils seront plus dispo, on va pouvoir faire d'autres activités ensemble, que ça va dégager du temps pour faire ci ou ça. C'est sûr que s'il n'y a pas l'objectif derrière, la tâche va tout de suite être vue comme ingrate et donc il y aura un désinvestissement total de la logistique familiale, quoi. Et juste toi, du coup, dans ta vie perso, est-ce que ça marche? Est-ce que tu le fais avec tes enfants? Voilà. Oui, 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 carrément. Et je teste. Je teste pas mal de choses avec eux et elles. Ouais, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait commencer hyper tôt. Et donc, après, j'ai des enfants de home organiseurs, mais j'ai une petite fille de 4 ans qui plie son linge dès maintenant. Donc, quand j'ai des mamans qui disent, mais non, il sera incapable de faire, je lui dis, bah, en fait, dès 4 ans, on peut y arriver et c'est possible. Et en fait, elle trouve ça super chouette et on en a fait quelque chose de ludique. Donc, en fait, ça me permet aussi de tester un peu à partir de quel âge est-ce que je peux oser demander ci ou ça. Et en fait, carrément, tout est possible. Dès qu'on leur apprend même le plus tôt possible, c'est gagné pour la suite. Voilà. Trop Mais oui, bien. oui, je teste. Tu Je testes sur teste tes le propres time bébés. management. Ça amène plein d'idées, plein de, plein de choses, comme d'habitude. Et alors, une autre question, quand je range, en fait, je rassemble les choses et puis je les pose sur une table, enfin, même dans une armoire, enfin, voilà. Donc, je dégage un petit peu l'espace qui est devant moi. Mais finalement, ça peut servir, donc ça reste là. Et en fait, je sais jamais enfin, si, je sais, en fait, que c'est pas vraiment faire du tri. C'est pas forcément bien rangé, mais justement, est-ce qu'il y a des techniques pour savoir ça, pour se dire, bon, bah, si, là, c'est trié, là, c'est rangé et c'est OK. Ou alors peut-être que c'est un biais, justement, de notre cerveau qui veut nous faire croire que c'est rangé. En gros, est-ce que. J'imagine que mentalement, en fait, c'est apaisant de pouvoir concentrer. Quand tu dis je regroupe ou je vais essayer de tout mettre dans une boîte ou juste tout dans une étagère, c'est juste que mentalement, ça apaise le cerveau de se dire, bon, il n'y a que cette zone-là qui est en bazar, où j'ai tout regroupé là. D'accord. C'est une manière, j'allais dire, de se concentrer. Euh, le tri, il peut être vraiment efficace que s'il y a un vrai tri de fond euh, par catégorie d'objets ou dans une pièce complète. C'est-à-dire que si vous êtes face à votre armoire de vêtements et que vous lancez juste dans le tri des pulls, bon bah, dans 2 mois, il va falloir tout recommencer. Puis de toute manière, il y a les t-shirts, il y a les pantalons autour, il y a. Donc, pour que le tri soit efficace, il faut se dire, c'est OK, je fais mes vêtements, mais je fais tous mes vêtements. Je fais mes vêtements d'été, je fais mes vêtements d'hiver, je fais ceux qui sont au linge sale, dans la corbeille à étendre. Il faut tout regrouper. Sinon, le tri il sera sans fin, il sera à reproduire. Vous n'aurez pas vraiment toute la quantité d'objets qui correspond à cette catégorie-là. Donc, en fait, vous allez vous éparpiller ou faire un semblant de petit tri et
ça va pas être efficace. Donc rassembler, faire une petite pile de toutes les affaires, je pense que c'est vraiment mentalement pour se soulager ou essayer de se regrouper en soi-même, on va dire ça. Mais pour que le tri soit efficace, il faut se dire, voilà, quelle catégorie d'objets, ou alors c'est une pièce et une pièce complète. Et Ok. il y a vraiment des méthodes de tri, quoi, pour que pour que ça dure dans le temps et que on soit vraiment tranquille pendant. Généralement, les personnes qui font appel à moi ont déjà fait plusieurs sessions de tri et c'est sans fin. Ouais. Et elles me disent, mais j'ai déjà trié 15 fois mes vêtements, en fait, bah, c'est toujours le même problème. Mais en fait, quand on questionne, bah, il n'y a jamais eu un vrai tri de but en blanc de tous les vêtements. Et c'est pas facile, c'est exigeant, ça demande d'avoir une grosse plage horaire devant soi de livres, de pas lâcher, c'est vite décourageant vu la quantité. C'est pour ça qu'il y a vraiment toute une démarche de méthode de tri. Ouais, c'est intéressant. En fait, je suis en train de me dire que je n'ai jamais vraiment trié, en fait, ni jamais vraiment rangé, en fait, depuis toutes ces années. Tu t'es limité à des zones en particulier qui, voilà, étaient juste débordantes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, alors souvent on dit qu'au cours d'un déménagement, c'est l'occasion, mais même là, c'est difficile, quoi. Même là, c'est Ouais. difficile et au final, euh, ouais, c'est de l'accumulation organisée. On appelle ça le bazar rampant. D'accord. Le quoi? C'est-à-dire que c'est tout mis, mais dans un placard et c'est caché. C'est ce qu'on appelle du bazar Ouais. rampant. Alors tout n'est pas caché, mais en effet, quand j'étais petite, je cachais tout sous mon lit. Le bazar était sous le Oui, lit, donc voilà, oui. finalement ça dure, ça dure dans le temps. C'est plus sous le lit, mais il y a de quoi faire. Et du coup, concrètement, là, par exemple, je suis dans mon salon, il y a un peu de jouets, un peu de livres, un peu de vêtements, un peu, je suis en train de regarder, ça fait peur. Donc là, concrètement, si je rassemble tout à un endroit, il faudrait, par exemple, que je me dise, bon, ok, là, il y a tout un bazar, mais il faut que je me concentre déjà peut-être sur les vêtements. Et du coup, Mm. m'attaquer aux vêtements, c'est ça. Oui, oui. Les Ok. jouets, c'est pareil. En fait, tu vas pas t'attaquer juste aux jouets du salon. Il faut d'abord regrouper avec les autres jouets des chambres et dans ce cas-là, faire le tri que des jouets de la chambre. Euh, Parce que sinon, tu vas trier les 5-6 jouets qui vont traîner dans le salon, mais tu ne peux pas traîner ceux de la chambre. Et puis, si ça se trouve, il y en a de la même catégorie qui ont été inversés, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut se regrouper. Ouais, essayer de catégoriser juste pour que mentalement, euh, le cerveau s'y retrouve et que ce soit beaucoup plus simple et plus efficace. Ok. Alors après, il peut y arriver des fois où on va fonctionner par pièces, mais généralement, c'est des pièces où il n'y aura pas trop de catégories différentes d'objets mélangés au sein de la pièce. Comme la cuisine ou Oui, exactement. Si c'est une chambre où il n'y a que des vêtements, bah, finalement, on va faire toute la chambre d'un coup parce ouais. que c'est vite fait en termes de différenciation de catégories. Et, du coup, oui, c'est vrai que parfois, les objets ont une grosse valeur affective, surtout pour les enfants, mais aussi pour nous, pour moi. En tout cas, Pour les adultes je aussi. pense que pour les Bien adultes sûr. aussi. Et c'est vrai que là, je parle pour moi, mais je pense, ouais, on a déjà parlé avec Hélène, je pense que c'est pareil pour toi. On a l'impression parfois que tout est affectif, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment faire le tri de ce qui est vraiment affectif ou pas? Comment on fait pour réussir à s'en débarrasser? Ouais. Je vous rassure, moi aussi, j'ai plein d'objets qui ont plein d'émotions pour moi. Et tu arrives à les jeter? Alors, Marie Kondo, elle dit qu'on garde les objets qui nous procurent uniquement de la joie. Est-ce que du coup, c'est des souvenirs qui sont douloureux? Est-ce que c'est des souvenirs qui sont figés? Voilà, c'est nous qui jetons notre dévolu sur l'objet. Mais il faut se dire que l'objet n'est pas égal au souvenir. Ce n'est pas parce que je vais me séparer de l'objet que je vais perdre le souvenir ou le détacher en fait. Ce n'est pas parce que je vais euh, vendre, enfin donner le peigne, n'importe quoi que m'avait offert ma grand-mère, mais que j'utilise jamais, elle est décédée et ça n'a plus trop de joie quand je revois ce peigne. C'est pas pour ça que je vais oublier ma grand-mère et que je vais oublier l'affection qu'elle a pour moi et toutes ces gentilles attentions. Vraiment détacher l'objet du souvenir. Et du coup, ça permet de relativiser en se disant, je perds l'objet, mais je ne perds pas le reste. Et le reste, il reste bien en mémoire et, et
Et à l'inverse, ceux qui me procurent vraiment de la joie, etc., ben, je les mets en valeur et je les expose et je leur donne une vraie place. Ou je me limite à une boîte dans laquelle je mets tous mes souvenirs d'enfance, tout ce qui est précieux. Mais voilà, ça va être tout dans cette boîte-là et il ne faut pas que cette boîte déborde. Se limiter à un espace pour que, sinon, on donne une émotion, c'est humain, on donne une émotion, dans tout ce qu'on va toucher, dans tout ce qu'on va choisir. Et il y a un vrai travail mental à faire cet exercice en disant, voilà, je vais pas tout perdre en me séparant juste de l'objet tel qu'il est. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Du coup, si on reprend l'exemple du peigne, par exemple, je trouve que c'est un super bon exemple. Un peigne comme ça de la grand-mère qui va être dans un tiroir qu'on va jamais ouvrir finalement, ou jamais regarder, ou très peu. Cet objet-là, il serait peut-être pas à jeter, mais à donner, ou voilà, il faut s'en débarrasser en tout cas. C'est les objets vraiment que tu peux mettre en valeur ou leur donner une place. J'aime bien ça Ouais. quand tu peux leur donner une place, tu peux les garder. Ouais. Oui, et si l'objet te procure vraiment de la joie. Bien. Si c'est à l'inverse, si ce peigne-là, c'est vraiment une source de joie, ça rappelle un super bon moment, tu aimes bien l'utiliser, ou à l'inverse, tu peux pas l'utiliser, mais tu vas l'exposer dans ta salle de bain ou lui mettre un petit truc vitré, là, c'est OK, tu peux le garder. Mais parce qu'il a une vraie intention, il n'est que source de joie. Dès que tu le vois, ça te fait sourire, ça te fait pas forcément penser au décès de ta grand-mère. Bah ok, très bien, prends-le, mais dans ce cas-là, mets-le en valeur. Parce que si c'est bon qu'il soit caché tout le long ou perdu au fin fond de la cave, et ça n'a plus de sens en fait de le garder à ce moment-là. Mais c'est pas évident, c'est normal d'y aller petit à petit, de se limiter d'abord à 3 grosses boîtes et puis après ensuite une boîte. Il faut vraiment que ce soit pas voilà, des sources de tourment. Il faut vraiment que ce soit vécu comme je garde ce que j'aime trop, j'ai pas beaucoup de place, donc autant que je sois entourée d'objets que j'aime et que j'ai plaisir à regarder, plutôt que de m'encombrer avec des choses où en fait c'est juste que j'arrive pas à me décider, ou c'est que des décisions en attente. Et du coup, bah, voilà, on n'est plus vraiment libre, on se rend compte qu'on n'arrive pas à choisir. Voilà. C'est pas facile, hein, ça fait remuer souvent plein de choses, plein de souvenirs, ça remue des peurs, c'est très riche, je trouve, en termes d'accompagnement, parce qu'on va bien au-delà de juste trier les objets. Il y a un vrai travail sur soi de ce qui me fait peur, pourquoi je garde ça, pourquoi j'ose pas m'en séparer, quel était mon lien avec cette personne, voilà. Et ouais, j'allais te dire, il y a un vrai travail émotionnel et psychologique du coup. Enfin, moi, ça m'évoque, ouais, la peur du manque, enfin les Carrément. émotions. Enfin, ouais, je pense parce que tout à l'heure tu parlais des enfants, Fanny. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une nièce par exemple qui m'a fait plein de dessins, qui m'a donné plein de choses. Et alors les parents sont confrontés sûrement aux cailloux dans les poches qu'il faut garder parce qu'ils sont trop beaux. Sauf que moi, si elle m'en donne un, je suis incapable de m'en séparer. Enfin voilà. Et donc encore une fois, c'est un travail et c'est un chemin et c'est long. Mais ouais, j'imagine que du coup, tu dois être confronté aussi à des situations émotionnelles parfois difficiles et même douloureuses en lien avec les objets. Ouais. Ouais, qu'il faut remonter des souvenirs ouais. Mais là encore, là, tu disais pour l'exemple du dessin, c'est pareil. Quelle est la fonction de l'objet? Est-ce qu'il a déjà rempli sa fonction? En soi, il t'a fait plaisir au moment où elle te l'a offert. Et ça y est, en fait, l'objet a déjà accompli sa mission. Ouais. Et l'objectif, c'est pas forcément de le garder pendant 25 ans dans une boîte. C'est comme une carte postale. Sa fonction, c'est de nous faire plaisir au moment où on la reçoit, de la regarder quelque temps affichée sur son frigo. Et après, bah, ça y est, on peut. Ok. Alors, Marie Kondo parle à ces objets en disant merci de la mission que tu as accomplie, merci d'avoir plu à mes yeux ou avoir fait remuer mon cœur pendant ce temps-là. Mais ça y est, maintenant, ta mission est accomplie. Au revoir et voilà, merci pour tous tes bons services. C'est assez étrange comme méthode, hein, et ça marche pas forcément, mais en tout cas, de parler et de dire, OK, en fait, l'objet, ça y est, il a fait plaisir, il a rempli sa mission, on peut passer à autre chose. Ta nièce, elle a offert son dessin, ça y est, la mission était accomplie, tu étais et elle aussi très heureuse au moment de la découverte. Bon, bah, ça y est, on passe à autre chose et il y en aura sûrement d'autres, et voilà. Et du coup, ça relativise en se disant, oh là là, elle va pas m'en vouloir parce que je me sépare d'un de tes dessins. Voilà. Il faut vraiment
recentrer l'objectif de l'objet et mon objectif à moi. Ah, c'est intéressant de voir ça, l'objectif de l'objet. Quel était l'objectif de l'objet et est-ce qu'il a rempli sa mission? C'est ça, quelle était la mission de l'objet ou de cet élément Il y a une phrase que j'aime bien, une citation qui dit: Est-ce que ce sont pas nos objets qui finissent par nous posséder? Et c'est intéressant de se dire ouais, est-ce que c'est encore moi qui suis maître de ça ou finalement l'émotion a pris tout le pas? Ouais, là, je suis en train de me dire, j'ai toute une boîte de dessins, toutes les affaires de CP de ma fille dans une boîte en haut qui déborde et qui va exploser. Là, j'étais en train de me dire, il faut que je rachète une boîte pour la suite. Mais en fait, si je fais ça jusqu'à la fin de ces études, je vais pas finir. Et tu vas acheter un garde-meuble juste pour les dessins des enfants. Hein. Ouais. C'est ça. Mais du coup, avoir cette réflexion-là, ouais, j'ai eu un tilt. Ouais, ça Ouais. m'a fait un petit déclic. Ou de me dire, mais en fait, oui, peut-être son cahier de liaison, ben, on s'en fiche qu'on va même pas le regarder, en fait. Il a rempli sa fonction et c'est C'est tout. ça. Ouais. Que, que des dessins un peu qui nous rappellent des souvenirs, là, peut-être plus cela à garder, quoi. Ouais. Oui, ou un ou deux qui vraiment te procurent de la joie et tu En penses cas que ça va durer à chaque fois que tu vas le voir. Voilà. Mais pas forcément besoin d'en garder des classeurs et des classeurs entiers. Hein. Et du coup, peut-être encadrer ces dessins-là, leur donner une place. Ouais, c'est vrai, cette notion-là, moi, elle me plaît pas mal. Quelle était la mission ou quelle est la mission et Ouais. est-ce que c'est rempli, quoi? Est-ce que c'est ouais. Et alors en ville aussi, la problématique qu'on a, c'est on est très réduit en termes d'espace. Et donc effectivement, chaque espace doit être optimisé parce que chaque mètre carré, effectivement, coûte cher. Et à un moment donné, on est obligé de s'efforcer de faire le tri au fur et à mesure parce que juste, on n'a pas ce luxe-là de pouvoir stocker. Et donc, après, c'est pas si mal. Ça veut dire qu'aussi mentalement, on se détache des choses, on garde que les deux, trois qui sont importantes. Mais c'est tout le risque d'avoir une grande maison et plein d'espace parce que du coup, il y a plein d'espace pour stocker. Et voilà, ça fait que ça, vous avez que stocké pendant des années. Et voilà. Donc, c'est vrai que j'allais dire, c'est assez citadin aussi d'être contraint, de limiter à un espace petit et du coup de devoir s'efforcer, même à chaque fois qu'on déménage ou autre, de, de trier ses affaires parce que je peux pas avoir le luxe d'en avoir plus que l'espace que je dispose, quoi. Ah, puis on parle de plus de détachement, comme tu dis, des objets, du minimalisme. Alors ça, j'admire, j'aimerais trop. Ouais, là, pour le coup, c'est un objectif pas encore atteignable. Mais rien que ça, de se dire, est-ce que cet objet a rempli sa fonction et est-ce qu'il y a encore une utilité pour moi, c'est super. Faut l'avoir en tête. Merci beaucoup pour tout ça. Ouais. Et ouais, de se dire qu'on n'est pas insensible parce qu'on jette les dessins de sa pièce ou de son enfant qui vient de nous faire. Ouais, c'est un autre mécanisme, une autre méthode de pensée, quoi, à avoir. Ouais. Justement, c'est top, oui, ces conseils-là, moi, ça me parle beaucoup aussi. Et justement, alors, une fois qu'on s'est posé toutes ces questions et qu'on a réussi enfin à trier, à ranger, etc., est-ce qu'il y a des techniques ou des astuces pour justement garder la place nette, quoi, garder ces pièces et ces espaces bien rangés, parce que ça peut aussi nous arriver peut-être d'avoir réussi à faire le vrai tri, même si je me pose toujours du coup la question de est-ce que c'était un vrai tri, mais pour que ça dure dans le temps, du coup. Oui, eh bien, ça va être toutes ces petites habitudes d'être vigilante sur tout ce qui rentre à la maison, donc le plus un, moins un. Dès que quelque chose rentre, il faut qu'il y ait autre chose qui puisse sortir. J'allais dire, être vigilant sur toutes les entrées de manière générale qui arrivent dans la maison. Tout ce que les enfants vont ramener systématiquement de leur journée d'école dans leur sac. Voilà, tout le flux rentrant dans la maison qui va faire que ça va faire du plus dans les affaires. Et là, il y a une vraie question de voilà, à quel moment je m'en débarrasse. Est-ce qu'on a le réflexe dès qu'on arrive de vider les sacs, de séparer des dessins. Voilà, il y a cette vigilance du flux rentrant et après toutes les habitudes quotidiennes, en fait, qui touchent au management. Comment sont réparties les tâches? Est-ce que un petit peu chaque mission de la maison a une personne qui est attitrée? Est-ce que pour qu'il y ait ce roulement un peu plus quotidien et serein qui fait que la maison fonctionne, que c'est OK qu'il y ait du bazar un temps donné dans une chambre, mais qu'au moment de ranger, ça puisse se ranger vite et rapidement.
Voilà, ça va être vraiment toute cette prise d'habitude, de réflexe et l'investissement de chacun. Et se dire que c'est OK et c'est normal, et chez moi y compris, il y a du bazar. Et le bazar, c'est normal, c'est la vie. Ce qui est problématique, ça va être l'encombrement. C'est si vous allez mettre, à partir du moment où vous décidez de ranger, et ça prend des plombes et des heures, c'est que les affaires sont pas bien triées ou que les rangements sont pas optimisés. Voilà, c'est normal qu'il y ait de la vie et c'est normal qu'il y ait du bazar. Voilà, tant que ça puisse se ranger rapidement, que ce soit pas une source de tourment, que ce soit pas une pèse mentale, c'est OK. Merci de le dire. D'apaiser les mamans, on n'est pas dans des magazines voilà, de vente immobilière. Voilà, il y a un livre sur notre bureau, il y a un jouet qu'il faut réparer sur mon bureau. C'est normal, c'est la vie et c'est chouette. C'est bien, ça fait du bien d'entendre que même chez l'homme organizer, il y a du ça. Le tout, c'est qu'il faut que ce soit rapide à ranger et que ça ne nous prenne pas la Ouais, tête. ouais. Et que ce soit voilà, ponctuel ou cas où ce soit bien vécu, et on sache que si j'ai besoin de le ranger ou qu'il a une place qui est attitrée et je peux le ranger en 2 secondes. C'est comme ça, peut-être qu'on peut savoir si on a fait le bon tri, c'est de se dire, OK, il y a tel objet qui traîne, mais je sais où il va. Et, Ouais, et je cherche pas 3 heures à lui trouver une place pour pas qu'il se voit. exactement. OK. Et est-ce que chacun des membres de la maison sait où ça se range? C'est un bon test. Carrément. Donc, si les enfants ne sont pas capables de répondre ou que le conjoint ne sait pas répondre, c'est que, alors peut-être qu'effectivement, le rangement a été mal choisi ou c'est pas le même pour tout le monde Ouais. ou il y en a plusieurs dans la maison, visiblement. C'est là qu'on se rend compte que effectivement, chaque chose n'a pas sa place, que les affaires n'ont pas été triées à un vrai tri de fond et c'est un bon indicateur. Merci. Si on résume, donc, on a une maison en bazar. La première chose à faire, c'est de se poser, d'identifier ce qui pose problème, l'élément déclencheur, et de voir où on veut aller, si c'est atteignable, réalisable. C'est bien ça? OK. Ensuite, c'est de faire participer la famille, plutôt de manière ludique, par rassembler tout le monde en disant, voilà, on dit tout, on range tout, et c'est comme ça. Plutôt mettre en place des petits systèmes de calendrier ou de jeu, même sous forme de jeu. Qui peut être, voilà, on a 10 minutes pour ranger la maison. On met de la musique, on met un bol avec des points, ouais, il y a plein de petits trucs. Ouais. Donc, ça peut être ça. Et puis, si on veut ranger une pièce, donc moi, ce que je retiens, c'est pas tout rassembler et tout cacher dans un coin. C'est peut-être, dans un premier temps, s'occuper de catégories d'objets. Carrément. Voilà, et le faire petit à petit comme ça. Donc, Oui, ouais. Un objectif qui est atteignable et oui, pas se dire d'un coup, je fais tout mon séjour. et se prévoir un temps dédié à ça. Donc, Oui, c'est oui. une lubie, on a 10 minutes et on va se dire, je fais le tri des vêtements. Ça, on n'a pas le Non, faire. non. Ok. Et effectivement, si on n'y arrive pas et qu'on sent que c'est trop colossal, du coup, c'est à ce moment-là qu'on fait intervenir ou venir quelqu'un de manière ponctuelle. On appelle Bénédicte et on dit, Voilà. au secours. Alors, Bénédicte, il faut peut-être rappeler que nous, on est dans les Hauts-de-France. Oui, Tu es malheureusement loin. hélas. Oui. Je suis du coup sur Lyon et la région lyonnaise. Oui. Donc, si tu es de Lyon, toi qui nous écoutes et que tu as du mal à ranger, sache que tu as la petite fée du rangement juste à côté de toi. Todo Bene. Doudou Béné. Ça s'appelle Todo Bene. T-O-D-O-B-E-N-E. Ça sonne un peu comme Todo va bene. Tout va bien se passer. Et alors, mon prénom, c'est Bénédicte, donc le diminutif Béné. Et puis, il y a la to-do list aussi. Toutes les choses qu'on a à faire, donc on les laisse à Bénédicte. Voilà. Top. On mettra de toute façon tous les liens de tes réseaux, de ton site, tout ça dans la description. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en visio? Je t'ai déjà posé la question, hein, mais je sais pas, quelque chose qui est faisable, prévu à distance pour toi? Pour des personnes qui sont à l'autre bout de la Ouais. France, ben, je peux faire des visites diagnostiques en visio, mais c'est vrai que je peux malheureusement pas me déplacer ensuite. Non, ce que je peux faire comme type d'accompagnement, c'est quelqu'un qui se sent de se lancer seul, enfin de trier seul, mais qui a juste besoin d'un élan, d'une méthode de départ. Ça, c'est possible de faire du coup une visite diagnostique en visio, de montrer sa maison, les zones qui lui posent problème
Et moi, du coup, je fais comme un plan d'action détaillé Ouais, c'est chouette. Ouais. des tâches à faire. Comme ça, elle s'y met seule. Et puis après, je fais une autre visio. Je suis disponible par message pendant le moment de son tri et je refais une visio après pour savoir si le tri s'est bien passé, pour réajuster quelques détails. Ça, c'est possible comme type d'accompagnement. Mais c'est vraiment pour des personnes qui sont prêtes à se lancer seules, qui sont capables de se bloquer 4-5 heures pour trier à fond une catégorie. Et c'est OK, et je les accompagne avec ça, avec plaisir. Super. Ouais, chouette, c'est un bon. Ça peut être une bonne. Ouais, un bon. Ouais, un bon entre-deux, Ouais, 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 de vouloir complètement. faire soi-même et juste d'avoir un petit guide au départ. Parce que souvent, c'est ce qui manque, hein. On se dit, ah, faut que je le fasse. Et il manque un petit Ouais. truc, quoi. Donc, il manque Béné, quoi. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Voilà, déculpabiliser aussi et Hmm. voilà, se relativiser et dire que c'est OK, il y a de la vie chez nous et ça, c'est chouette. Voilà, et puis pas hésiter à faire appel à de l'aide. Parfois, il suffit juste d'une visite diagnostique et hop, aux personnes, ça leur redonne un élan et c'est reparti. Et voilà, et petit à petit, si la maison s'est encombrée pendant des années, c'est pas en 3 jours qu'on va tout refaire, quoi. C'est normal que ça prenne du temps aussi de faire un vrai tri de fond. C'est bien de le rappeler Ouais, et aussi. puis c'est ouais, complètement. Et puis ouais, moi je aussi dire que ouais, ça fait ça peut être vraiment lourd émotionnellement. Moi, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à pleurer devant ma garde-robe parce que j'arrive pas à sortir un seul vêtement quoi et d'être tétanisée vraiment devant tout ça. Donc ouais, ça peut être parfois douloureux et donc ouais, petit à petit et vraiment en bienveillance envers soi-même Oui, pour carrément. Ouais. mais merci ouais, pour tous ces conseils. Et moi, je retiens vraiment la mission de chacun. Du coup, je La pense que ça mission va m'aider. de, la mission de chacun et la mission de chaque objet. Et la place Oui, de chaque oui, objet. c'était dans ce sens-là. Ah oui, C'était dans ce sens-là, la mission de chaque objet. Du coup, voilà, oui, je vais leur parler. Moi, pour le coup, je suis de celles qui peuvent, qui peuvent parler à leurs objets. On peut faire un petit challenge, c'est-à-dire que vous mettez une petite photo d'un sac, d'un truc que vous avez réussi à trier après l'émission ou une carte postale que vous avez réussi à jeter à la poubelle. Voilà, ça peut être un petit check de Ouais. allez, grâce à l'échange, bah ça y est, j'ai eu l'élan et j'ai pu me débarrasser de ça aussi. Yes. Bonne idée, ouais. Bon exercice. et juste une petite dernière question pour la route, donc on t'a sous la main. Quand on trie les vêtements, est-ce que il y a un nombre, tu vois, à garder? Genre, 5 t-shirts. Ouais, moi non, je donne pas de nombre en particulier. Ça va être vraiment lié à l'espace que vous avez chez vous à ce moment-là. Ok. Il y a des personnes où ça va leur aider au moment du tri de donner une limite de nombre, mais bah, ça va vraiment dépendre à partir d'où elle part en Ouais. fait. Si elle avait 45 pantalons, ça va être plus facile de lui dire, bon, allez, on en choisit 20. En tout cas, personnellement, dans ma manière d'accompagner, je donne pas du tout de chiffres. Et ouais. C'est aussi en fonction de soi, finalement, là où on se sent bien. Et peut-être que Ouais, certaines personnes, ça va être, je sais pas moi, 3 pantalons, et puis d'autres, en effet, ça va ouais, être 20 parce que ouais, ouais, carrément. C'est pour ça que je dis, ça dépend de où vous partez et quel est votre objectif et la taille de votre penderie. on en revient à l'objectif, du coup, pourquoi on le fait. Donc, d'où l'importance de bien identifier le problème et là où on veut aller, quoi. Ça y est. Oui. Donc, je pourrais pas te donner un chiffre, Fanny, mais peut-être que toi-même, en regardant ta penderie, tu vas te dire, bah, en fait, moi, le matin, j'ai besoin d'avoir entre 6 couleurs différentes au moins. C'est plutôt ça qui va m'aider. Ou moi, j'ai besoin que ma ligne première étagère soit remplie. Bon, bah, si c'est la ligne, ok. Merci beaucoup. Super. Motivé et on garde en tête le petit challenge découvrement, on s'y met. Et puis toi qui nous écoutes, peu importe au moment où tu écoutes cette émission, bah, tu peux toujours faire ce petit challenge avec nous et taguer To Do Bene ou Putain de bonheur. Voilà. Le partager à tout le monde, ça donne parfois un peu d'élan aussi pour le faire. Pour motiver les autres. Ouais, et Yes. pour encourager les autres, ouais, pour se dire c'est possible, je l'ai fait. Et ben merci beaucoup Bénédicte. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux, Hélène et Fanny, de m'avoir accueillis pour ce bel échange. Trop chouette. Merci beaucoup. Merci.
On arrive à la fin du coup de cet épisode. Et donc, comme je l'ai déjà dit, on mettra tous les liens pour pouvoir accéder à tout Doréné facilement. Donc, on vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et puis, on vous dit à bientôt. Bisous. Bisous, à bientôt. Du coup, petit bonus, après l'enregistrement de l'épisode, on a continué à papoter et on se rend compte qu'il y a un truc qui peut vous intéresser. C'est la méthode bisou. Donc c'est avant chaque achat d'un objet, quelles questions on peut se poser pour savoir si il faut vraiment l'acheter cet objet ou pas. Et du coup, on répond à donc la méthode bisou, on garde chacune des initiales du mot bisou, B-I-S-O-U, et chaque lettre correspond à une question à se poser. Donc le B de bisou, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? À quel besoin va correspondre cet achat-là? Et identifier le mot besoin, pas juste envie. Voilà. Ouais. Après, il y a le I. Est-ce que c'est un achat immédiat? Est-ce que je pourrais attendre quelques jours avant d'acheter? Dans les magasins, on nous pousse, on met de la musique forte et rythmée. Tout est confectionné et mis en scène, on va dire, pour nous pousser à l'achat immédiat. Si c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, on peut se dire, bon, en fait, je peux pas attendre. Si ça se trouve, je pourrais l'acheter dans 3 ou 4 jours. Et voilà, ça permet de retarder et de freiner aussi un peu l'achat. L'achat compulsif. Exactement, l'achat compulsif et juste l'achat d'envie du moment, au moment où on est rentré dans la boutique. Et parfois, on rentre chez soi, on se dit, bon, c'est pas si ouf que ça. Ouais. Bon, voilà. Le S, c'est semblable. Est-ce que j'ai pas un autre objet à la maison qui remplit déjà cette fonction-là ou oui, qui pourrait avoir la même utilité? Ça renvoie beaucoup aux robots, tout ce qu'on vend pour la cuisine. C'est fou le nombre de tout petits sous-objets qu'on peut avoir pour juste faire ça aussi. S, semblable. O, c'est comme origine. Quelle est l'origine de ce produit? Voilà, d'où ça vient? Est-ce que c'est une fabrication française? Est-ce que c'est un matériau qui va durer? Est-ce que c'est un t-shirt en coton que je vais pouvoir laver sans qu'il rétrécisse jamais? Voilà, faire attention à d'où ça vient, la qualité et pour soigner la planète aussi. Et voilà, pas acheter des bouis qui vont casser très vite et qui polluent. Voilà. Et le U, c'est utile. Est-ce que vraiment cet objet va, je dirais, m'apporter un confort primordial? Est-ce que je vais vraiment m'en servir régulièrement? Est-ce que ça va pas juste répondre à une action que je fais qu'une fois tous les 2 mois et voilà. Et du coup, est-ce que ça va avoir sa place aussi? Ouais. Est-ce que je vais avoir de la place pour le stocker? Alors, sur les petits objets, on se dit toujours oui, mais en fait, le tiroir, il déborde. Donc, B, besoin, I, immédiat, S, semblable, O, origine, U, utile. On peut se noter ça genre sur un post-it ou en note à soi-même sur son téléphone. Et comme ça, au moment d'acheter, on se dit, bon, vous collez le post-it sur sa carte bleue. Ah, est-ce que j'ai bien répondu vite en 5 questions avant de mettre ma carte, quoi. Voilà. Après, ça devient une gymnastique d'esprit en se disant, bon, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce qu'il ne peut pas attendre? Est-ce que c'est pas déjà qui ressemble à la maison? Et du coup, c'est vrai que j'avais vu cette méthode bisou, du coup, je pense, sur tes réseaux, et ça m'a vachement marqué. Et je trouve que depuis, je commence à avoir cette gymnastique mentale que j'avais pas du tout avant. Donc, c'est possible. C'est pas encore parfait, mais en tout cas, je me pose la question. Est-ce que vraiment j'en ai eu besoin? Je pense que j'ai oublié quelques petits points, mais je me pose surtout la question. Est-ce que j'ai besoin? Est-ce qu'il y a vraiment est-ce que je sais où le mettre à la maison? Et est-ce que je peux pas attendre? Donc au moins je me pose déjà ces questions-là, c'est déjà pas mal. En tout cas, c'est possible de changer de gymnastique d'esprit et d'enclencher quelque chose de nouveau. Merci Bénédicte. Bon, là c'est tout, on ne reviendra pas, mais là c'était, je pense, super intéressant à rajouter dans le podcast. Oui, carrément. Merci encore.